face donc à l'insurrection, le gouvernement républicain est un peu engourdi, un peu anesthésié, mais vont s'organiser des milices anarchistes issues de l'anarcho-syndicalisme. Alors, monsieur Jean-Marcel Gauger, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer comment ça s'est passé? Mais disons que l'homme qui organise politiquement la résistance, c'est Largo Caballero, le dirigeant du Parti socialiste, qui n'est plus tout jeune à l'époque, et alors qui, curieusement, disons, il ne suit pas le même itinéraire que beaucoup de militants de gauche ou d'extrême gauche, qui commencent par être très révolutionnaires et qui glissent vers le centre en vieillissant. Lui, il fait un peu l'inverse. C'est-à-dire que dans les années 20, il a plus ou moins accepté de collaborer avec le vieux Primo de Rivera. Et puis, dans les années 30, sous la Deuxième République, eh bien, il glisse de plus en plus vers des positions ultra-gauche, voire même gauchistes. Et ce qui fait que, à la fin de l'été 1936, il prend personnellement la tête de la résistance au coup de force nationaliste. Il reste le chef des opérations jusqu'en mai 1937, date à laquelle les communistes l'obligent à quitter la partie au profit d'un autre socialiste qui marche avec eux et qui est Négrine. Et Largo est obligé de céder la place, d'ailleurs en sacrifiant les anarchistes, puisque les anarchistes sont réprimés dès que les communistes sont maîtres du jeu. Et il est obligé de céder la place parce que les seules armes que touche vraiment le camp républicain sont les armes soviétiques. Et donc à ce moment-là, eh bien, pour avoir les armes soviétiques, Largo est obligé de laisser la place à Négrine. Mais disons qu'avant que Largo ne décide de s'imposer, il y a eu encore un gouvernement de centre-gauche. Si vous voulez, au moment où le pronunciamento, la rébellion se produit, c'est un gouvernement de centre-gauche qui est là, et effectivement, il est relativement passif. Mais justement, la résistance vient de la base. C'est-à-dire que les syndicats, la CNT anarchiste, mais aussi l'UGT, il ne faut pas oublier que Largo Caballero s'est longtemps occupé de l'UGT avant de se spécialiser davantage en direction du Parti socialiste. Et l'UGT également a des réactions très révolutionnaires, notamment à Madrid. Et donc, à l'appel des deux principaux syndicats, CNT et UGT, eh bien, les travailleurs décident de réagir au coup de force des militaires. Et alors, ils commencent à se porter en foule vers les forteresses ou les casernes où les militaires putschistes sont retranchés. Et par exemple, à Barcelone, ça se termine très mal pour les putschistes, qui sont arrêtés, malmenés. Et puis, je pense que certains finiront plus ou moins condamnés à mort pour trahison. Donc, si vous voulez, c'est un mouvement spontané de la foule qui se porte en masse, exactement comme la foule s'est portée en masse en 1991 en Russie pour empêcher le retour des militaires et de la vieille garde stalinienne. Il y a un peu une ressemblance, même si je fais un gros anachronisme. Mais la foule submerge finalement le gouvernement modéré qui se trouve interloqué face au coup de force, et puis submerge les militaires. Alors, dans un certain nombre de villes, eh bien, les militaires sont désarmés par les insurgés. Alors, les insurgés se débrouillent pour avoir des armes comme ils peuvent. Bon, les syndicats, et notamment la CNT, avaient déjà des armes plus ou moins cachées. Par exemple, des armes de chasse, de vieilles armes de guerre. Bon, y a sans doute de vieilles armes qui devaient traîner après le conflit du Maroc au début du siècle. Et donc, avec ces armes de briques et de broc, eh bien, les fascistes sont neutralisés dans un certain nombre de villes. Et puis, évidemment, l'armée régulière, il faut quand même bien préciser que l'armée régulière de la République, dans les zones où la foule a réussi à faire pression, eh bien, bascule dans le camp de la légitimité, c'est-à-dire du côté de la République. Et il y a même des unités de la marine qui restent loyalistes. C'est très important parce qu'elles seront très utiles contre la marine italienne. Par contre, il y a deux abcès de fixation. Les forces populaires, que la résistance populaire ne parvient pas à réduire, c'est la Navarre. La Navarre où s'est basé le général Mola, qui est du côté du putsch. Parce qu'il faut voir que les vieilles guérillas carlistes du 19e siècle survivaient plus ou moins en Navarre et avaient retrouvé de la vigueur dans les années 30, en partie parce que les différents fascistes d'Europe faisaient passer des armes en Navarre pour entretenir des espèces de maquis d'extrême droite qu'on appelait les recuetes.
et qui portait le fameux béret rouge dont se parent ensuite les franquistes. Parce que les franquistes, souvent, se promènent avec un béret rouge, c'est celui des Requetes, et la chemise bleue, c'est l'ancienne chemise de la CEDA. Bien que la direction de la CEDA ne soit pas officiellement devenue franquiste, les franquistes ont récupéré la chemise. Alors, les Requetes résistent donc à la pression populaire dans le Nord et forment un abcès de fixation très fort et qui est très ennuyeux parce qu'ils coupent d'emblée le Pays Basque, qui, on va le voir, je pense, bascule du côté de la République, bien qu'il soit fortement catholique. Ils coupent le Pays Basque du ravitaillement par les Landes de Gascogne, et donc la France ne pourra plus envoyer d'armes par la frontière basque. Il ne restera plus que la voie de passage catalane. Et puis l'autre abcès de fixation, eh bien, c'est la frontière portugaise, où là, effectivement, des forces nationalistes résistent. Elles sont en bien mauvaise posture, mais elles sont très rapidement secourues par les troupes de métier que Franco débarque du côté de Gibraltar. Et l'ennui, c'est que très vite, le contact est établi. Si vous voulez, les forces franquistes qui remontent depuis le sud essayent de prendre Madrid. Elles échouent durant l'automne de 1936. Et à ce moment-là, elles décident de faire leur jonction avec Mola, qui tient en Navarre. Et c'est comme cela que les nationalistes peuvent installer une junte, c'est-à-dire un contre-gouvernement à Burgos, après avoir finalement récupéré tout l'ouest du pays. Mais on voit que dans cette partie ouest du pays, il y a moins de villes ouvrières. Et donc on retrouve un peu la géographie sociale du pays à travers la carte militaire du début de conflit.